va commencer la formation comme ça, même s'il manque du monde. Ça se peut que certaines personnes rentrent, mais ça ne sera pas plus grave que ça. J'ai suivi la formation aussi l'année passée, donc je sais c'est quoi. Mon but, c'était de faire ça short and sweet, donc j'ai réduit un peu la durée de la formation. Donc, ça ne devrait pas être trop long. Il va y avoir un petit peu d'interaction. Juste, Valérie ne voulait pas que vous vous endormiez pendant la formation. Et puis, il va y avoir un quiz à la fin. C'est 13 questions à choix de réponse. Donc, rien à écrire à part votre nom et le département. Donc, je me présente. Je pense que la plupart ne me connaissaient pas. Je m'appelle Jennifer Larouche. Je suis chargée de projet en recherche et développement depuis à peu près 1 an. J'ai travaillé pas mal sur le transfert du Drive, du serveur, la documentation sur le serveur vers le Drive. Puis j'ai fait aussi l'audit interne BRC, ce qui a été long et pénible, mais on vient de terminer, donc on va être prêt pour cet été. Vous le savez, la formation sur les bonnes pratiques de fabrication, ça sert beaucoup à parler de peste et vermine, ça sert à parler de notre certification qualité. On va aussi couvrir des sujets. On va parler de culture qualité, on va parler des micro-organismes, traçabilité, toutes des choses que vous êtes censés savoir ou que vous savez parce que vous le voyez à chaque année, de toute façon. On parle aussi de... c'est ça, culture qualité, je pense que c'est peut-être nouveau cette année, mais vous allez voir, ça va être la partie probablement la plus légère. Donc, l'usine est certifiée BRC. L'année passée, grâce à vous, on a réussi à avoir la note de A. Cette année, on veut faire un audit qui va être surprise. Donc, on veut essayer d'aller chercher la note de A+. Ce que ça nous permet, ça, c'est vraiment d'aller chercher la confiance des clients, en fait, en leur prouvant notre implication dans les exigences de qualité. BRC, c'est quoi? En fait, c'est vraiment l'organisme d'accréditation, de certification qui permet de vérifier si une entreprise répond aux exigences de la GFSI, qui est la Global Food Safety Initiative, qui est responsable, en fait, d'établir des normes, des standards, en fait, de production de qualité pour tout ce qui est l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est assez large, en général. Et puis, l'audit BRC, c'est vraiment la façon d'évaluer si on est capable de répondre à ces exigences-là. Donc, quand on parle de c'est l'audit qui s'en vient, donc il y a un évaluateur maintenant qui peut arriver à tout moment. Donc, c'est vraiment important de toujours être prêt. Vous entendez probablement souvent entendre parler des points ACEP, quelque chose comme ça, qui est vraiment une méthode d'analyse de risque. La Global Food Safety Initiative, c'est vraiment basé là-dessus. Donc, c'est pour ça que quand on va prendre une ligne de production, on va toujours essayer d'évaluer les dangers et les risques pour les prévenir. Ça vise surtout sur la prévention plutôt que la correction des problèmes. Donc, quand on veut faire une analyse des dangers, quand on veut faire un plan ACEP, on va tout le temps commencer par justement regarder sur une ligne de production, c'est quoi les dangers qui peuvent survenir, où est-ce qu'on pourrait avoir un problème sur la sécurité et la qualité du produit ou sa légalité. On va identifier des points où on peut venir réagir, qui sont les points de contrôle critiques, où on peut venir neutraliser par exemple des micro-organismes ou des dangers. On va établir des limites dans lesquelles on veut rester. On va surveiller ces points-là. Puis, on va aussi appliquer des mesures correctives s'il y a besoin de le faire. Tout ça va être contenu dans un plan ACEP qui va aussi permettre de documenter de nombreuses procédures et registres. Donc, au final, oui, ça fait beaucoup de documentation et c'est pourquoi on a décidé de faire un transfert vers le Drive. Ça va vous permettre à tous d'avoir accès à ces informations-là, à ces procédures-là, puis de pouvoir vérifier si jamais il y a des choses que vous oubliez parce que Dieu sait qu'on a beaucoup de procédures ici. Donc, vous allez pouvoir les consulter au besoin. Quand on veut faire une analyse des dangers, on va regarder 3 types de dangers. On parle des dangers qui sont biologiques, qui sont chimiques et qui sont physiques. Les dangers biologiques, c'est tout ce qui est vivant, bactéries, moisissures et leurs toxines. Tout ce qui est chimique, on parle des allergènes, du gluten, des produits d'entretien qui pourraient rester en trace sur une ligne de production, par exemple. Physique, on parle de tout ce qui est des débris principalement. Donc, s'il y a un morceau de verre, de plastique qui tombe, si on regarde des cheveux, des poils, vraiment tout ce qui peut... en fait, c'est physique, là. Dans la ligne de production du chocolat, on a 3 points de contrôle critiques. Points de contrôle critiques, CCP en anglais. Est-ce que vous savez c'est lesquels? Oh! Oui, c'est quelqu'un qui... OK. Fait que, dans le fond, c'est la débactérisation. Donc, il faut atteindre une certaine température, une pression, puis un temps pour débactériser. Absolument. Ça, c'est le premier point de contrôle critique. Après ça, on a nos aimants. Et puis, après ça, on a... Non. Pas tout en même temps. Ça, puis les points de contrôle critiques. Si
tu calcules les pré-op comme point de contrôle critique, là? Non. C'est des filtres. Non, le filtre. Ouais. Les filtres. Vous avez formé les gars. Dernier, c'était le détecteur de métal aussi. On n'a pas de détecteur de métal. Il n'y a pas de détecteur de métal? OK, fait qu'il va falloir corriger le plan ACEP de bord. Ouais. Sauf dans le plan ACEP, il est écrit qu'il y a un détecteur de métal. Au chocolaterie, non. Pas chocolaterie? Mais dans la production du chocolat, oui. Non, après, au moulage. Par exemple, comme produit Ah, ben c'est fini. ça. Oui, en note, non. On a des détecteurs de métal, OK? Ouais. Quand même. Merci pour ma crédibilité un peu, sinon ça commence mal la formation. En ce qui concerne les purées de fruits, il y a 2 points de contrôle critiques. Mario. Ah, c'est quoi ça? Il y a une température, puis Allez, Mario. température, puis 10 minutes de... Ouais. Exactement. Pas trop compliqué. Donc, on a 4 points de contrôle critiques dans l'usine. Ça va être des fils, des aimants, des détecteurs de métal, puis 2 types de cuisson, des bactérisateurs, cuisseurs. Pour les dangers biologiques, dans le fond, on va utiliser la débactérisation puis la cuisson. Dans le fond, on va utiliser une température qui est élevée pour inactiver les micro-organismes ou les levures, les bactéries, les moisissures, tout ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 150 degrés Celsius, on n'est pas capable d'aller éliminer tous les dangers biologiques parce que, par exemple, l'ochratoxine de type A, qui est une mycotoxine qui est capable de causer des toxines-infections, est résistante jusqu'à 160 degrés. Donc, on n'est pas capable de l'inactiver vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la prévention. Par exemple, il peut y avoir un retrait des fèves moisies pour justement minimiser la concentration de cette toxine-là. Ensuite, pour ce qui est chimique, c'est important de réaliser qu'on n'a aucun point de contrôle pour tout ce qui est des dangers chimiques. Donc, il n'y a rien qui permet de contrôler les allergènes ou les produits d'entretien. Tout ce qu'on va faire, c'est des vérifications. Donc, c'est hyper important de savoir que, clin d'œil, là, qu'il n'y a pas de point de contrôle pour les dangers chimiques. Pour les dangers physiques, c'est là qu'on va utiliser filtre et aimant puis détecteur de métal pour venir vraiment ramasser les dangers, les morceaux. Non seulement notre usine est certifiée, mais nos produits sont aussi. Donc, on est certifié cachère. On a en fait, toute l'usine est sans arachides, sans noix. Et aussi, maintenant, la plupart des produits sont sans gluten. Mais pour faire ça, il faut qu'on maintienne certains standards de qualité puis certaines méthodes de travail pour vraiment s'assurer que nos produits soient bel et bien sans arachides, sans gluten et cachère. Donc, pour faire ça, on va planifier la production en conséquence, c'est-à-dire qu'on va faire les produits, par exemple, sans allergènes avant de faire ceux qui en contiennent. On va également faire un nettoyage en profondeur des lignes de production. Il va y avoir des pré-op qui vont avoir été mis en conséquence pour prévenir ça. On va aussi utiliser des instruments qui sont associés vraiment à des zones allergènes ou à des produits allergènes. On va aussi gérer le repassage, c'est-à-dire qu'on ne mettra pas un produit, par exemple, sans gluten, qu'on repassera dans un produit avec gluten en disant que c'est un sans gluten. En tout cas, vous comprenez, là? On use de bon sens pour ça. Et aussi, on va contrôler le déplacement des employés, c'est-à-dire que si vous arrivez de la zone des fèves, vous ne pouvez pas simplement courir dans l'usine. Il va y avoir des étapes à suivre avant de se transférer, justement pour ne pas amener ces allergènes-là. Et également, en ce qui concerne l'entreposage, c'est-à-dire qu'on ne mettra pas, par exemple, de la poudre de lait au-dessus d'un produit qui est sans lactose. Donc, en ce qui concerne les allergènes, il y a différents allergènes qui sont prioritaires pour la CIA, c'est-à-dire qu'on doit indiquer leur présence sur l'emballage obligatoirement. Également, ça a flashé. Donc, dans l'usine, on a du lait, on a des sulfites, du soya, noix de coco et tartrazine. Par contre, il y a des allergènes qu'on n'a pas, c'est ceux qui ont une petite étoile, les arachides et les noix. Donc, c'est hyper important de ne pas en apporter dans la cafétéria ou dans l'usine, comme vous le savez déjà probablement. Même sur le terrain, la petite table de pique-nique, c'est pas permis. Également, les graines de sésame, c'était permis, je pense que c'est depuis l'année passée, donc c'est quand même récent, qui est bon à savoir. Noix de coco, blé, gluten, tout ça, c'est permis dans vos lunchs, il n'y a aucun souci. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que pour ce qui est des arachides ou des noix, on tolère, il ne peut pas être marqué dans la liste des ingrédients, mais c'est toléré s'il est écrit « peut contenir des traces de noix », peut contenir des arachides seulement. Okay, c'est quand même une bonne distinction à faire. Donc, dans les ingrédients, c'est un non-no, tu ne peux pas en avoir pantoute, mais peut contenir des arachides ou des noix, ça peut passer. Peut contenir pacane ou toutes ces choses-là, toutes ces graines-là. Donc, on va faire une petite pratique. Donc, si vous venez d'écouter ce que je viens de dire,
Est-ce qu'on aurait le droit d'avoir ce produit-là dans la cafétéria, selon vous? Ben oui, ça va être Oui, parce qu'il est écrit « peut contenir des pacanes », mais qu'il n'y en a pas dans la liste des ingrédients. Selon vous, est-ce qu'on peut avoir ce produit-là dans la cafétéria? C'est pas... OK, il est écrit ingrédients, blablabla, graines de sésame, puis il contient des graines de sésame. Graines de sésame. Oui, parce que les graines de sésame, on peut les avoir dans la cafétéria. C'est pour ça qu'on teste de plus sûr. Shit. Donc, les allergènes, pourquoi on fait aussi attention? Pourquoi il y a autant de précautions qui sont prises justement pour les contrôler? Parce que ça peut être mortel. Donc, dans... Tout le monde a vu Game of Thrones, j'espère? Sinon, à voir. Ouais, j'ai pas trouvé. C'est ça que je cherchais, mais malheureusement, ça aurait pu choquer certains. Donc, oui, ben en fait, 75% des cas de réactions allergiques graves sont causés par de la contamination croisée. Donc, la plupart du temps, les gens ne savent même pas qu'ils mangent des arachides et ça peut quand même leur être mortel. Donc, c'est vraiment important de faire attention. Des faibles quantités peuvent causer des réactions extrêmement graves. Donc, quand tantôt on parlait de la gestion des déplacements pour contrôler les allergènes, il y a différents endroits où est-ce qu'il y a des allergènes dans l'usine. Il y a la section des fèves, directement, ou qui est à risque microbiologique et d'allergènes. Il y a aussi la zone de liqueur de cacao, où là, on a éliminé le danger microbiologique et tout ce qui reste, c'est le danger allergène. Donc, c'est important aussi de prendre des précautions à cet endroit-là. Finalement, l'autre place à risque d'allergène, c'est l'entrepôt Laura-Sécor, où il est strictement interdit d'amener du matériel de Laura-Sécor parce que Laura-Sécor agit comme un distributeur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs produits qui peuvent provenir de d'autres usines qui contiennent des arachides. Donc, on ne sait jamais c'est quoi qui contient les arachides et on ne veut pas prendre de chance de les introduire dans l'usine. Donc, les fèves, ce n'est pas des allergènes. Donc, je parle pour les CCP, par exemple, c'est contamination, mais pour, par exemple, nous, les allergènes, on peut dire le lait, c'est des produits. Mais il y a un risque qu'il y ait des contacts avec les noix sur les fèves de cacao. Il y a aussi les sacs de jute, tu sais, ça arrive des pays sur bateau, là, tu sais pas qu'est-ce qui peut avoir touché. Non, ça, on fait test d'arachide après. OK. Ouais. Oui, mais c'est pour ça qu'on prend pour acquis qu'il y en a peut-être, parce qu'on ne l'a pas vérifié encore ou qu'on ne sait comme pas. Juste pour ça. OK, à voir. Danger potentiel. Faites attention, il y a quand même des zones où il faut... prochainement, en fait, j'ai une stagiaire, Laurence, qui travaille sur préparer en fait des belles petites affiches avec un cadre rouge qui flash. Donc, il n'y aura jamais de confusion à savoir si vous voulez aller dans une zone, y a-t-il des mesures à prendre, faut-il changer sa roue, ça va être vraiment clair. Fait qu'il n'y aura pas de doute à avoir là-dessus. Également, on a des équipements qui sont spécifiques pour les allergènes et d'autres qui sont pour sans allergènes. Comme je vous disais tantôt, on veut vous donner plus accès aux documents, donc au Google Drive. C'est pour ça que j'ai mis des petits liens ici qui vous montrent, par exemple, justement les instructions par rapport à la gestion des contenants. Donc, on a tous les contenants qui sont disponibles dans l'usine, puis à quoi ils servent, justement. On a la même chose pour les grattoirs ou un équivalent. Donc, les grattoirs alimentaires, non alimentaires, puis les outils, les équipements, même principe. On a tout le temps avec allergènes pour les alimentaires, avec allergènes non alimentaires, etc. Fait que si jamais vous avez des questions, vous ne savez pas quel équipement prendre pour une tâche en particulier, vous pouvez toujours vous référer à ces instructions-là. Ça va dans le drive sur quoi? Sur cacao? Dans ce drive? 730 CQ. En principe, vous y avez tout accès. C'est un drive partagé. Ah, OK. Ça, je sais pas. OK. Ben, si vous n'y avez pas accès en ce moment, ça va venir. C'est dans les objectifs à court terme. Aussi, coffre à outils, en principe, il devrait y en avoir un dans la section des fèves qui reste là. Oui, justement parce qu'on ne veut pas amener la contamination de notre côté. Comme je disais tantôt, c'est vraiment interdit d'amener des produits de Laura-Sécor dans la zone de production à cause des risques d'allergènes. De mettre sur une même palette des matières qui contiennent des ingrédients allergènes qui n'en contiennent pas et de les transférer dans la zone de production. De mettre les contrôles à la réception des produits. C'est super important de s'assurer que le produit qu'on reçoit, c'est bien ce qu'on voulait recevoir. Puis aussi qu'il ne contient pas d'allergènes, parce que sinon, on vient de contaminer pas mal notre entrepôt, ce qui va être problématique. OK, la culture qualité, ça c'est le bout un peu plus léger. C'est
dans le fond, je ne sais pas si vous le savez, mais on a une boîte à suggestions virtuelle. Vous ne le savez pas? OK. Parce que dans le fond, on avait eu un problème l'année passée. La boîte à idées, en fait, n'était pas assez confidentielle parce qu'elle était dans la cafétéria puis tout le monde peut devoir écrire, dans un sens. Donc maintenant, on a un intranet que JP a partagé sur le Slack général. Donc, je vous rappelle, il y a 2 façons de dénoncer ou de signaler ou de faire une demande aussi. Ça peut aussi être un racabessique fonctionnel. C'est une demande légitime qui peut être confidentielle, au choix. Dans le fond, il y a 2 façons de le faire. La cafétéria, qui est anonyme. On la considère anonyme, mais on va se le dire. Puis, on a aussi le site Internet. Donc, il y en a 2. OK. Très important, il y en a 2. Aussi, pour améliorer la communication, on a un Cacao qui permet vraiment de gérer la communication de différents départements. Donc, quelqu'un sur la production vraiment peut inscrire des résultats ou des observations. Puis, directement, le contrôle qualité peut y avoir accès ou on peut avoir des alertes. Donc, c'est vraiment un bel outil pour communiquer entre les départements. Pour le travail d'équipe, prochainement, c'est ça, on a Google Drive qui s'en vient, qui va être une plateforme efficace. On a aussi Slack que vous utilisez probablement tous, quand même efficace pour communiquer, travailler ensemble. Et Asana aussi pour la distribution des tâches. Donc, je ne sais pas si vous avez eu à travailler avec ça. C'est plus pour des tâches qui sont ponctuelles. Par exemple, il y a une affaire à réparer, donc on va l'envoyer directement à la personne associée. Oui, peut-être plus mécanique, aussi utilisé dans les bureaux, ces choses-là. Aussi, pour le sentiment d'appartenance, on a une magnifique loge au centre Vidéotron qui est malheureusement non fonctionnelle pour le moment, mais qui est très plaisante quand on peut y avoir accès. On a aussi une activité de Noël qui est très plaisante, que certains profitent abondamment. Des rabais sur le chocolat et évidemment du café gratuit dans la cafétéria. Donc, ce qui est bon à savoir, il est gratuit pour ceux qui n'ont jamais osé essayer. C'est quand il marche. Ouais, Il est plein. Oui, ça c'est clair, parce que sinon il goûte l'eau en maudit. Ouais, il reste. Bonne pompe d'eau chaude. Puis comme je vous montrais aussi un peu plus tôt sur l'intranet, il y a des formations que vous pouvez suivre si jamais vous voulez vous perfectionner. Prochainement accès aux procédures qui va vous permettre vraiment de mieux comprendre des fois ce que vous faites. Ou si jamais il y a un détail que vous avez oublié, peut-être pendant des années, vous pourrez toujours le vérifier à cet endroit-là. C'est encore à venir, je pense que c'est probablement la même diapositive que l'année passée. Ça s'en vient pour vrai cette fois-ci, les fiches de qualité sur les produits. La plupart sont déjà faites, il y en reste juste quelques-unes. Ça devrait se finir dans les prochains mois. Surtout en ce moment, les techniciens en contrôle qualité ont un peu plus de temps à travailler là-dessus. Ce qui va aider les opérateurs vraiment à décider si un produit est conforme ou non conforme. Donc, les bonnes pratiques de fabrication, ça sert vraiment à comprendre l'importance de l'hygiène et de la salubrité lors de la manipulation des aliments. Ça sert à reconnaître les risques associés à la matière, main-d'œuvre, méthode, milieu et le matériel, et à savoir, en fait, les bonnes pratiques à apporter pour être sûr de ne pas contaminer la nourriture, s'assurer d'avoir un produit qui est de qualité, qui est légal et qui est pas dangereux. Idéalement bon pour la personne. Donc, en fait, il y a différentes... dans les bonnes pratiques, on va avoir la matière, donc c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que l'entreposage est conforme, donc que nos pommes ne sont pas en train de moisir dans l'entrepôt, sinon c'est sûr qu'on n'aura pas un produit de qualité au final. En ce qui concerne le matériel, on veut s'assurer que le débactérisateur soit fonctionnel, par exemple, sinon nos fèves vont rester hautement contaminées, puis on va avoir du chocolat probablement moisi ou contaminé également. En ce qui concerne la méthode, c'est important de suivre les procédures en place. J'espère qu'on ne les montre pas pour rien, parce que sinon, on perd un temps incommensurable. Ensuite, peste et vermine, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'animaux qui rentrent dans l'usine qui dit souris, dit excrément de souris. Donc, on est mieux ne pas en avoir dans un endroit où on veut faire des produits sains et propres. Ensuite... la main-d'œuvre, c'est sûr que si quelqu'un porte un uniforme, par exemple, un gars de la mécanique qui arrive avec un uniforme tout souillé, il s'en va après ça à côté de la ligne de production, mais il y a toujours des risques de contamination, des débris. Donc, c'est important que la main-d'œuvre fasse attention également. C'est du jugement que tu as suivi. Non, il a l'air propre ton uniforme. Presque. Bravo. Donc, les responsabilités de l'employé, ce qu'on attend de vous, c'est de respecter les politiques, les procédures, du moins de vous en informer aussi. De remplir les registres de la bonne façon. Souvent, vous allez voir sur le Drive, on essaie de mettre plus de détails sur comment les remplir si vous êtes amené à les remplir.
Par exemple, la date, ça peut avoir l'air niaiseux, mais on a dit année, mois, jour. Donc, vraiment de le remplir selon la façon qui est comme inscrite dans l'entête. Pour vous, ça sert peut-être à rien, mais pour du monde comme moi, après ça, qui arrive, qui essaie de faire des statistiques, ça nous sauve un temps fou, juste si c'est bien rempli. Pas obligé de revérifier toutes les erreurs ou on demande un chiffre, mettons, écrivez-le pas en lettres, des détails comme ça. Participer à la certification BRC, ça va être probablement à votre insu ou contre votre gré. Il y a un auditeur qui va juste arriver, qui va vous parler, donc vous ne le saurez peut-être même pas, puis vous allez avoir participé à la certification BRC. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Contrôle qualité, vos superviseurs, vos collègues également, en fait, parlez-en s'il y a quelque chose que vous n'êtes pas sûr. Ça se peut que tout le monde se pose la même question, comme ça a déjà été le cas. Finalement, il n'y avait aucune méthode de travail associée à un problème, donc on a dû corriger la situation. Lire les instructions sur les murs, sur les TV, on s'efforce de les mettre à jour régulièrement, donc c'est le fun si vous, au moins, vous les lisez au moins une fois. Consulter la TV avant d'entrer sur le site. Souvent, il y a des choses comme, mettons, cette formation qui sont annoncées et aussi les bonnes fêtes. Les règles de base, donc, soyez propre, mais soyez non parfumé. C'est une interdiction formelle de manger dans l'usine, même si vous avez faim, même peu importe le contexte. En fait, si vous devez manger, si vous avez vraiment, vraiment besoin de manger, vous pouvez en parler avec votre superviseur, il y a probablement moyen de s'arranger. Mais dans l'usine ou la zone de production, c'est totalement interdit, à l'exception des tests de goût du contrôle qualité. C'est ceux qui sont autorisés à mettre quelque chose dans leur bouche ou à mastiquer abondamment. Donc, pas de nourriture non plus dans les vestiaires. Les bouteilles d'eau en plastique doivent être propres et identifiées. C'est seulement celles autorisées par Nutriart qui peuvent être dans la zone de production. Assurez-vous qu'elle soit propre. Valérie me racontait qu'elle en avait déjà trouvé une toute moisie. Je ne sais pas dans quel contexte du plastique va moisir, mais puis de l'eau, mais en tout cas, j'ai gardé le propre, là, puis tout le monde va être content. Pas de bijoux sauf les alertes médicales, vraiment, donc si c'est nécessaire de l'avoir. Couvrir toute blessure, en fait, tous les plasters, on va mettre un gant pour s'assurer qu'il n'y ait pas de plaster qui tombe dans la nourriture. Je pense qu'il n'y a rien de plus désagréable que de trouver un plaster dans sa nourriture. Si vous avez des symptômes, particulièrement en ce moment, c'est important d'en aviser votre superviseur, surtout avec le COVID-19 qui se propage tranquillement. N'hésitez pas, même si c'est un petit symptôme, là, on prend tous les symptômes au sérieux. Donc, pourquoi porter des gants? Dans le fond, il y a trois raisons. Trois raisons pourquoi vous pourriez vouloir porter des gants. Premièrement, pour couvrir un plaster, comme on en avait parlé. Pour éviter, si vous avez à manipuler du chocolat, pour ne pas laisser vos empreintes digitales dessus. J'ai essayé de prendre une photo du chocolat avec une empreinte digitale, mais c'est pratiquement impossible. C'est vraiment subtil, mais ça paraît quand même. Une autre raison, c'est si jamais vous manipulez des produits chimiques dangereux, vous lisez la fiche de données de sécurité, puis qui est indiqué en fait de porter des gants. Le reste du temps, vous n'avez pas à en porter, donc c'est pas nécessaire de le faire. En aucun cas, le port des gants sert à vous protéger lors de la production. Donc, il y a trois raisons, comme je viens de le dire, pour manipuler du chocolat, pour manipuler des produits chimiques, ou encore pour couvrir une blessure. Il y a juste certains cas, par exemple, pour les barres au riz, au début, on ne met pas de gants, parce qu'il n'y a pas de chocolat, il y a juste le riz. OK. On a trouvé qu'il y a un risque des morceaux de gants, ça colle sur les barres. Il y a l'exception. OK. Fait qu'il faut porter des gants, là, ou? Non, on ne prend pas des gants. OK. Ben, c'est ça. Il n'y a pas de chocolat. Ah, mais c'est ça. Fait que il n'y a pas de chocolat. Fait que moi, c'était pour le chocolat. Fait que c'est correct. Fait que gardez en tête trois encore. C'est important. Donc, pour rentrer dans l'usine, dans la zone de production, la première étape, ben, en fait, vous le savez toutes, mais c'est important de s'en rappeler. C'est très important de s'en rappeler. Très important. Donc, on met un filet, on lave les chaussures, on se lave les mains, on enfile l'uniforme et on se relave les mains. Donc, on ne peut pas laver les mains, mettre le filet, non. Tu peux te laver les mains, mettre ton filet, brosser tes souliers, te relaver les mains, mettre l'uniforme et te relaver les mains. Ça ne me dérange pas. Okay. Tu peux rajouter autant de lavage de mains de chaque étape, mais c'est pas nécessaire. Mais vous pouvez vous laver les mains 30 fois par jour. Toujours important de se laver les mains. Donc, je répète une dernière fois, on met le filet, on lave les chaussures, on se lave les mains, on met l'uniforme, on se lave les mains. J'ai vraiment pas le choix de le dire. Désolée. C'était quoi tu disais déjà, ça? Le lavage des mains, comment qu'on fait? Vous le savez probablement, on se lave les mains pendant
20 secondes. Legault et Arruda, ils n'arrêtent pas d'en parler. Dans 20 secondes. On se lave les paumes, on se lave les doigts, on se lave les ongles, on se lave les pouces, on se lave les poignets. C'est important. On se lave les poignets. À part de ça, ben, on met du savon, on se rince. Vous savez comment vous lavez les mains. La plupart le font très, très bien, en fait. Je pense que vous savez tous comment. Il y a des zones qui sont souvent oubliées. Donc, c'est pour ça qu'on dit on se lave les ongles, on se lave le pouce. C'est surtout ces endroits-là qu'on oublie. Le port du masque, c'est rendu une réalité. On ne sait pas si ça va peut-être être obligatoire un jour ou non, fait qu'on aime mieux vous en parler un peu sur la meilleure façon de le faire. Donc, on se lave les mains avant de mettre le masque. On prend le masque par les petits élastiques, on l'enfile, on ajuste, puis on ne touche plus. Si jamais vous retouchez votre masque parce que vous êtes choumé, puis c'est un réflexe, vous allez mettre la main devant la bouche, on s'en lave les mains, puis c'est tout. Mais à chaque fois, dans le fond, qu'on touche le masque, on se lave les mains. Si vous retirez le masque, vous lavez les mains. Vous retirez le masque, vous le jetez, vous lavez les mains. Fait qu'on se lave presque tout le temps les mains au final, mais en cas de doute, lavez-vous les mains. Les habits de protection. Donc, en ce qui concerne les filets à cheveux, les filets sont tous blancs, en principe, sauf rouge seulement pour les visiteurs. Moi, j'étais un cas d'exception. Moi, j'ai toujours été sur ça. OK. Ben, en principe, dans le fond, n'importe qui peut te surveiller parce que tu as un filet rouge. Donc, on a mis le filet rouge seulement aux visiteurs parce qu'on veut que ça soit facile de repérer qui ne connaît pas les règles, qui qu'il faut surveiller, qui qu'il faut encadrer. En ce qui concerne... Fait que... Ouais. Faut l'encadrer le style, oui. Excusez, j'avais une bonne grippe. Ensuite de ça, en ce qui concerne les sarraux, le sarrau blanc, c'est pour la production, c'est pour le laboratoire aussi. Les sarraux rouges, c'est pour la zone de fèves de cacao où il va y avoir des allergènes et des contaminations microbiologiques, en tout cas potentiellement. Il y a les sarraux bleus pour la liqueur de chocolat où là, il y a seulement un risque allergène. Les mécaniciens ou sous-traitants peuvent porter un sarrau gris. Et en ce qui concerne les uniformes, c'est bleu foncé pour entrepôt, mécanicien, superviseur et bleu poudre pour la production. Donc, on va faire des exemples d'habillement bien porté. Oui, c'est Julien. C'est le cobaye. Est-ce que c'est conforme? Non? Son filet avant, il est proche. Exactement. Il a oublié de boutonner son habit. Est-ce que c'est conforme? Il manque le collet. C'est pas conforme parce qu'il y a juste un piton. Les années autour, tu vas des bottes. Juste lui qui présente son... C'est subtil, là, mais ouais, c'est pas conforme. Est-ce que c'est conforme? Donc j'ai accroché oui, c'est l'est. Pour le port du filet, est-ce que c'est conforme? Non, bien oui. Pourquoi? Il n'est pas gagé son nez. Il y a un pinch. J'ai oublié le pinch. Est-ce que c'est conforme? Oui. Il a l'air coincé, mais c'est conforme. Est-ce que c'est conforme? Non, il va cacher ses oreilles. Faut qu'il cache ses oreilles. Ah ouais. Ah, Là, c'est beau. Il est tout caché. Est-ce que c'est conforme si on regarde la première photo? Donc, c'est dit. Non. Pourquoi c'est pas conforme? Il manque plus de stock le encore. stock, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas conforme parce que les frigos sont pas une zone d'entreposage. Donc, pas mettre de stock là. Est-ce qu'à côté, c'est conforme? Correct, correct. Oui, c'est très propre. Félicitations. Table de travail libre et fonctionnelle. Est-ce que c'est conforme, la première photo? Pourquoi? Mais la caisse n'est pas fermée. Non, Dans la caisse, C'est le produit chimique. la caisse n'est pas fermée, il y a un produit chimique. Oui, mais en fait, ce qui n'est pas conforme, c'est que le produit chimique n'est pas à la bonne place. Mais je voulais vous dire, félicitations, il y a une petite étiquette sur le push-push, donc c'est quand même un point aussi. Très important d'identifier les bouteilles de push-push. En ce qui concerne la deuxième image, c'était simplement un rappel de vous dire, si jamais vous utilisez un bout de carton pour travailler au sol ou qui se retrouve sur le sol, c'est important de le jeter pour pas qu'on le réutilise et qu'il y ait des traces de pas partout. Donc, si jamais il y a des traces de pas sur le carton, à jeter directement. Est-ce que c'est conforme? Non. Pourquoi? Pour les boules. Pourquoi? C'est pas pour les boules de Noël, ça? Pour les produits semi-emballés. Oui, en fait, dans les bacs bleus, c'est des produits emballés seulement. Donc, des produits alimentaires, mais quand même.
Oh, je ne vous ai pas donné de chance pour l'autre. Mais en fait, pas de produits exposés dans l'usine, c'est très important. Donc, toujours le couvrir ou pas le laisser sans surveillance, du moins. Pas cassé. Ah, c'est une bonne trappe d'aération. Produit respire, investi, j'ai compris. Exactement. Donc, on ne laisse pas le produit exposé. On utilise des petits sacs jaunes et bleus qui sont juste à côté, justement, pour le couvrir, qui sont là pour ça. Sur la deuxième image, est-ce que c'est conforme ou non? Il n'y a pas de carton sur la table. Non. C'est pas choix. Il y en a peut-être un ici, là. Je suis pas sûre, mais je pense que ce qui n'est pas conforme, c'est l'outil qui est alimentaire, en fait, qui est directement déposé sur les palettes, qui est au travers. Ouais, ça prend un bon œil, là, quand même. Je suis désolée. Ouais. Est-ce que vous voyez, c'est quoi qui n'est pas conforme sur le premier? C'est le même principe, je vous le donnerai si vous ne le voyez pas. C'est dans des bacs blancs qui n'est pas Il y aurait un alimentaire là-dedans. Ouais, surtout pas les lunettes. On ne sait jamais, tout un petit sourcil qui peut se ramasser là-dessus. Sur la deuxième image. Ah, la spatule. Ah, ben oui, il y en a beaucoup. Oui, exactement. Donc, pas de produits non alimentaires dans un bac blanc, surtout pas quand il y a du chocolat dedans. Parce qu'il est quand même à risque de se retrouver dans le repassage, puis c'est quand même gros pour une palette de chocolat. Est-ce que c'est conforme ou non? Non, parce que les sacs sont ouverts. Exactement. On ferme les sacs. Donc, les pré-up, vous savez, on fait ça régulièrement. On fait ça avant de commencer une ligne de production. Et aussi, si on va changer de produit en cours de route. Ça vise à assurer la qualité, la conformité des opérations sanitaires. Permet aussi de contrôler verres et plastiques cassables parce que des fois, on n'a pas le choix d'avoir des sections de production qui peuvent être fragiles. Donc, s'assurer que si jamais il y a une fente, qu'elle reste de la même taille. Là. Si jamais on est pour perdre quelque chose, il faut qu'on le sache immédiatement pour les récolter. Ça permet aussi d'éviter les emballages de la production précédente qui resteraient traînés dans l'usine. Maintenant, c'est principalement sur cacao, grâce à Alexis, qui a fait quand même un beau système, donc facile à suivre. Puis les formulaires papier sont amenés à disparaître, soit ça va être sur cacao, soit sur le drive. Ça se peut aussi certains formulaires, comme par exemple à l'entrepôt. Je sais qu'on n'a pas le choix d'avoir des formulaires papier parce qu'on ne vous a pas donné les outils informatiques pour utiliser cacao ou le drive. Dans ce cas-là, vous allez avoir accès à des formulaires papier, mais ça va simplement être important de les imprimer au minimum pour la semaine au cas où il y aurait des changements. Ce qui pourrait résulter à une non-conformité si vous utilisez le mauvais formulaire. Donc, la présence de corps étrangers, c'est important. Si vous voyez un éclat, un équipement endommagé, constatez un risque imminent des moules ou bacs fendus, c'est important d'aviser le CQ immédiatement pour être sûr qu'il soit au courant. Donc, ils peuvent avoir plusieurs alertes pour le même problème. C'est important de le faire. Est-ce que c'est conforme? Non. Pourquoi? Je dirais pété. Répétez. On a le budget d'en acheter des neufs, donc n'hésitez pas à les disposer si jamais vous voyez des chaudières brisées. Est-ce que c'est conforme? Ah, d'ailleurs, c'est conforme. Mais oui, c'est un entrepôt très propre. Vraiment très propre. Félicitations, tout est bien placé. Non, ça a été prêt la semaine passée, la photo. C'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Elle a fait En ce qui concerne les pathogènes et les toxines, donc vous savez, on est, comme toute industrie alimentaire, on est à risque de certains micro-organismes. Je vous parlais, vous avez probablement entendu parler de E. coli ou de Salmonella. Salmonella est vraiment une grosse contrainte pour l'usine en ce moment parce que les tests de détection sont très longs, règle générale. Donc, on aime vraiment mieux prévenir que de corriger parce que si ça prend 3 à 5 jours à obtenir les résultats, des fois, on aimerait mieux avoir déjà vendu le chocolat que d'attendre les résultats d'analyse. Donc, c'est pour ça qu'on met autant en place de procédures et autant de lavage de mains et de pré-op, justement, pour contrôler toutes ces choses-là. Je vous parlais un peu plus tôt d'ochratoxine qui est thermorésistante. Donc, ça, c'est associé à des fèves qui sont moisies ou des purées qui sont mal cuites. Donc, règle générale, on va essayer d'aller chercher une température qui est supérieure à 60 degrés Celsius pour inactiver les micro-organismes. Donc, c'est pour ça que le cuiseur, je pense, c'était 80
Puis de bactérisation, c'était à 150. Donc, on est quand même sûr de neutraliser ce qui est micro-organisme de cette façon-là. Comme vous pouvez le voir, leur croissance est exponentielle. Ça grandit très vite. Salmonelle, dans le fond, je vous le disais, c'est une source de contamination qui est très importante. Ça provient principalement de nos matières premières, c'est la principale source. Dans le fond, en règle générale, la débactérisation, la cuisson, un micro-organisme est assez facile à neutraliser. Là, ça n'a pas de spores ou quoi que ce soit. Donc, une simple température élevée permet de le contrôler. Toutefois, comme je vous disais, plus ou moins important dans votre cas, mais l'ochratoxine ou certaines mycotoxines, elles autres sont résistantes quand même à la température. C'est pourquoi on ne peut pas juste dire si un produit est contaminé, c'est pas grave, on va le chauffer, ça règle le problème. C'est pas vrai dans tous les cas. En ce qui concerne la traçabilité et les rappels, on utilise beaucoup SAP justement pour maintenir en fait l'inventaire de nos produits, pour savoir où est-ce que les choses sont. En cas de rappel, on va également l'utiliser. Dans la réception des marchandises, c'est important de s'assurer qu'il y a une traçabilité efficace qui est en place. Donc, pour être sûr que si jamais on a un rappel à faire, qu'on puisse remonter à la source. Si le produit à l'origine était mal identifié avec le numéro de lot et tout, bien, ça va être difficile pour nous de remonter vraiment à la source. Également, ça nous permet de gérer les inventaires. Donc, sur une étiquette dans l'usine, ce qui est important d'avoir en tout temps, c'est conditions d'entreposage, une date d'expiration, le code du produit, son nom et son numéro de lot. Dans le fond, ce qui n'était pas conforme, c'est une étiquette de produits animaux. Puis il y avait de la bouffe dedans qu'on a envoyé chez un client. Fait que dans le fond, c'est vraiment faire attention pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contradictions comme ça aussi importantes qui se produisent. Ensuite, en ce qui concerne peste et vermine, en vrai, ça achève quand même. J'avais une 50aine de diapos, je suis rendue à 44. Puis après ça va être le petit quiz. Pour la peste et vermine, dans le fond, ce qui est fun, c'est qu'on a des exterminateurs externes qui viennent ici, donc on n'a pas besoin de gérer ça nous-mêmes. Ils viennent une fois par semaine, dans le fond, pour faire le tour des pièges, s'assurer que tout est fonctionnel, tout est propre et vérifier aussi le nombre de captures. Parce que oui, on capture beaucoup de choses dans nos pièges. C'est important pour ça de ne pas laisser de caisse au sol pour être sûr d'être capable de détecter si jamais il y a de la vermine qui circule sur le plancher, qui ne puisse pas s'y réfugier. C'est important, on a besoin de votre collaboration pour déclarer tout ce qui est présence d'insectes, d'animaux. Sur la photo, justement, on voit des petits, justement, chemins d'insectes. Donc, si vous voyez des traces comme ça, c'est important de le déclarer. De déclarer, dans le fond, tout équipement de piégeage qui pourrait être endommagé. Par exemple, le piège ici qui est brisé. Donc, c'est vraiment important de le signaler pour qu'on puisse avertir Maheu, justement, qui viennent régulièrement s'en occuper. Si jamais vous voyez également des petits trous de lumière qui mènent vers l'extérieur, ça peut être vraiment minuscule, mais si vous voyez de la lumière qui passe, dites-vous qu'il y a évidemment des choses qui peuvent passer. Ça peut être un petit rongeur, ça peut être un insecte. C'est vraiment très important de déclarer. J'ai déjà vu des larves de mouches en fait sortir d'un plat Ziploc fermé. C'était quand même impressionnant, mais tu sais, un insecte, ça peut vraiment se squeezer puis être très, très petit. Donc, vraiment déclarer tout ça, il y a pas mal la pire chose qui peut arriver, une infestation d'insectes ou de vermines dans l'usine. Par exemple, les pyrales de cacao, vous les connaissez probablement, on en a eu plus de 4000 juste l'année passée qui ont été identifiés par les experts de Maheu. Donc, évidemment, il y en a eu beaucoup plus que ça. Je vous ai mis les photos pour être capable de les reconnaître facilement. Souvent, vous les voyez quand ils sont sous cette forme-là. Au stade adulte, sachez que la femelle pond environ 150 œufs, ce qui est vraiment énorme. Et les œufs peuvent tomber en diapause facultative, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dormants. Donc, vous pouvez, mettons, avoir une éclosion, en fait, d'œufs sans même le savoir. Et tout à coup, après quelques mois, ils vont tout éclore. Donc, ça peut faire vraiment... Dans le fond, ce que ça fait, c'est un bloom. Fait qu'il y a plein de pyrales qui naissent en même temps. Ce qui est problématique, il faut vraiment réagir vite quand ça se produit. Parce que ça finit en pyrale party. Comme vous pouvez le voir, c'est tous les petits points, en fait, c'est des pyrales. Donc, ça éclot en masse et c'est à ce moment-là que c'est le plus problématique. Donc, vraiment, dès que vous en voyez une, essayez d'intervenir et d'aviser votre superviseur. Ce qui est bon à savoir, dans tous les cas où il y a une situation qui est spéciale ou qui est non conforme, toujours aviser votre superviseur directement. C'est tout le temps la personne le mieux placée, en fait, pour résoudre le problème. Trogoderme des entrepôts aussi, c'est quelque chose qui peut être présent. On en a vu 1500 l'année passée. C'est quand même une bonne quantité, mais c'est quand même fréquent aussi, donc c'est pas extraordinaire. Toujours garder ça à l'œil. On peut prévenir justement en gardant les aliments bien scellés.
Ma photo n'a pas marché. Dans le fond, pas avoir de barils sales, c'est très important. Donc, c'était ça ma non-conformité, toujours les nettoyer. Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui arrive quand on a un baril sale? Justement, il va se former quelconque par Ouais. whatever. Si on reste dans la peste et vermine, Ouais. tu manquais, c'est un... Les larves, etc. ça veut dire. Exact. Est-ce que vous connaissez cet ami? Mouche à fruits. Oui, fait que Drosophile, mouche à fruits, ils en ont juste compté 500, c'est parce que c'est très petit et très chiant à compter. Mais on en a eu beaucoup plus que ça. Même chose aussi pour les canettes dans la cafétéria. On ne vide pas le bac à canettes à tous les jours, ni même à toutes les semaines. Donc, si vous buvez du coke ou des choses comme ça, essayez de le rincer avant. Parce qu'on a déjà eu beaucoup trop de Drosophile dans la cafétéria à cause de ça. Puis, ça se propage très vite. Mais surtout qu'ils mettent déjà en partant dans les bacs, ça serait déjà une bonne idée. Puis après, ils mettent ces tortes de frigidaire ou un peu partout. Oui, évidemment, c'est une autre bonne solution. Aussi, on a des marmottes sur le terrain, donc gardez ça à l'œil. Ils sont bien cute, mais peuvent causer des dommages. Même chose. On les louait, oui. Non, c'est juste les tirer. OK. On va se concentrer à s'assurer qu'ils ne rentrent pas dans l'usine. Puis après ça, pour ce qui est de la violence, on reparlera. Les oiseaux. OK, c'est marrant. Faites attention aux oiseaux aussi. Si vous laissez souvent une porte ouverte, c'est déjà un risque, mais 2 portes ouvertes, vous multipliez vos chances qu'il y ait des oiseaux qui viennent dans l'usine. Déjà, Mario s'assure de faire le tour qu'il n'y ait pas de nid tout autour de l'usine, mais on ne sait jamais. Ils peuvent se faufiler très rapidement et être difficiles à capturer. Également, chez Nutriard, on a mis en place une politique de biosûreté / bioterrorisme. Comme je parlais tantôt, on veut s'assurer qu'il n'y ait personne qui mette d'arsenic dans le chocolat. C'est un peu le même principe. Donc, on ne veut pas laisser de visiteurs rentrer sans surveillance et qui peuvent aller faire des actes malveillants. Donc, c'est important de ne jamais laisser entrer d'étrangers. Si vous arrivez pour rentrer dans l'usine, que vous voyez qu'il y a quelqu'un dehors, vous le laissez pas, qui n'a pas sa carte d'accès, vous ne le laissez pas rentrer, vous savez... à moins que ce soit quelqu'un que vous travaillez avec à tous les jours, là, on peut s'entendre. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas un employé permanent, vous ne le laissez jamais rentrer. Vous le laissez à l'extérieur, vous allez aviser votre superviseur qui, lui, va aller vérifier, s'assurer que la personne a le droit de rentrer, si elle a suivi ses formations et tout. Parce que, oui, tout visiteur doit suivre des formations et être encadré. C'est pour ça qu'on a mis les bonnets rouges aux visiteurs, en principe. Dans le fond, si vous avez un visiteur qui vient pour quelconque raison, un fournisseur, assurez-vous qu'il respecte les règles. Il est sous votre responsabilité s'il est associé à vous, évidemment. Le visiteur doit passer par l'accueil, signer tous les registres, non-divulgation, les ententes de confidentialité et tout. Aussi, pour contrôler la biosécurité, on contrôle le lieu de travail et les intrants. Donc, on s'assure que les portes soient bien fermées. Des fois, ils sont mal clenchés puis à cri. Donc, juste s'assurer qu'elles soient bien poussées. S'assurer que les seaux des camions en vrac et des conteneurs sont bien scellés, qu'ils sont intacts régulièrement. S'assurer que nous recevons les bons produits. Pour la fraude alimentaire, en fait, c'est quelque chose qui peut arriver qu'on est en train de surveiller plus régulièrement. En fait, ça, c'est peut-être moins votre département, mais par exemple, du miel, c'est un des ingrédients qui sont les plus falsifiés. Au lieu de prendre vraiment du miel d'abeille, ils vont rajouter du sirop de sucre pour venir falsifier les produits. Donc, c'est rendu une lutte. Également, déclarer tout acte malveillant avec, je vous avais dit tantôt, il y a combien de façons de déclarer de façon anonyme? Il y a combien de façons? Il y en a 2 manières. C'est en ligne ou dans le fond sur l'intranet ou encore dans la cafétéria, dans l'isoloir. Donc, les bonnes pratiques de fabrication, c'est un travail d'équipe. On a vraiment besoin de votre collaboration parce qu'en fait, c'est vous qui fabriquez le chocolat donc, et les garnitures. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez des problèmes quelconques, des questions, n'hésitez pas à en parler. Le but, c'est que votre travail soit le plus simplifié possible.